m'intéresse, c'est justement de faire éclater les murs. C'est de rencontrer les gens, parce que j'aime ça, j'ai besoin de rencontrer les gens, mais pas dans des cercles où on a des codes, voilà, où on est entre soi, ça m'intéresse pas. Bonjour, Harry Roselmack pour Opendo. Nouvelle d'après 20 heures, Harry Roselmack, Michel Douard. Ouais. C'est votre Ouais. nouveau bébé, on peut dire ça comme ça? Exactement. Toute production, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, c'est un peu comme un bébé. Et comment il est né ce bébé? Ben justement, il y a une gestation, un peu comme une grossesse, et il est né de presque d'une pulsion d'écriture. Moi, j'écris souvent de façon un peu pulsionnelle. J'ai pas de discipline d'écriture. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins à 6 heures et coûte que coûte, ils essayent de combattre l'angoisse de la page blanche, comme ils appellent ça. Moi, je me soumets pas à ça, à ce genre de mauvais traitement. J'écris quand j'ai envie, quand je sens que j'ai des choses à en dire. Et un matin de février, j'ai eu envie d'écrire une histoire et surtout, je me suis dit, j'aimerais que les gens la lisent, cette histoire. Et je sais qu'aujourd'hui, avec les vies d'hyperactifs qu'on est bien souvent, les romans, on les commence et souvent on les finit pas. Et moi, je suis, comme beaucoup d'autres, un lecteur un peu frustré parce que il y a plusieurs livres que j'ai commencé et que j'ai pas le temps de terminer, que je ne prends pas le temps de terminer. Et je me suis dit que la nouvelle, c'est-à-dire ces histoires, ces fictions courtes, qui peuvent faire 2, 3 pages, quelques dizaines au plus, c'était une bonne façon de s'adresser à des gens qui sont un peu frustrés de lecture parce qu'ils ont envie de lire, mais qui se perdent un peu en route quand ils lisent des romans un peu trop épais. Et la connexion avec Michel Douard, elle s'est fait comment? Eh ben, Vous moi, connaissez depuis de longue date, on déjà. se connaît de longue date. Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup les livres. J'ai lu plusieurs de ses romans. Je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. On est tous les deux de tour. Et quand j'ai commencé à écrire ces petites histoires, je me suis dit, au début, je les ai mises sur mon compte Facebook, parce que je me suis dit, je vais aller chercher des gens qui, justement, sont sur un type de lecture. Parce que quand je dis on ne lit pas, c'est faux. On lit beaucoup, sauf qu'on ne lit plus de littérature. Et je me suis Format dit, plutôt court. je vais aller exposer ces gens-là qui lisent toute la journée des choses qui sont des contenus, mais qui ne sont pas des contenus littéraires. Je vais leur exposer des contenus littéraires. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pensé à Michel pour m'aider à alimenter un peu la page. Et bah, ça a bien pris. Et puis finalement, mon éditeur, je lui ai parlé du truc. Il a trouvé les textes super intéressants, l'idée intéressante, et on en a fait un livre. Avant de revenir sur ce livre, il y a la couverture qui est particulière, et même le titre, Nouvelle d'après 20 heures, c'est quoi? C'est un clin d'œil à Et vos ouais, années TF1, à vos c'est un années petit vie, clin vos années d'œil. JT surtout? C'est effectivement un petit clin d'œil à mes années JT, et puis c'est aussi la vocation de ce livre. Vous prenez le livre avant de vous coucher le soir, vous êtes au lit, une petite histoire, ça peut vous prendre 5 minutes. Si elle est plus longue, ça va vous prendre un quart d'heure maximum. Ça vous permet voilà, d'aller vous coucher avec une histoire en tête, un imaginaire, un message parfois, qu'on a essayé de faire assez fort, souvent. Et donc c'est vraiment la vocation du livre, d'être lu comme ça, après 20 heures et avant de se coucher. Il y a eu la période du confinement. Vous pensez que les Français vont se réconcilier peut-être avec la lecture? Vous le disiez tout à l'heure, on lit pas forcément de moins en moins, mais des choses peut-être de moins en moins longues. Et là, c'est un format qui a commencé finalement sur les réseaux sociaux, avec cette page qui a connu pas mal de followers. Vous pensez que ce type de livre, de nouvelles, peut plaire à un public qui en demande finalement, Bien qui sûr. manque de temps? Alors, deux questions. La première, c'est vrai que le confinement, forcément, a permis à beaucoup de ces lecteurs frustrés dont je parlais tout à l'heure de se remettre à la lecture, puisque on gagne du temps dans une vie de confiné, même si c'est un confinement qui nous permet de travailler, évidemment, mais on gagne du temps de transport, et tout ça nous permet de retrouver du temps de lecture disponible. Et puis, pour ce qui est effectivement de ce format de nouvelles, c'est vraiment aller chercher les lecteurs non habituels, non avertis, même si certaines de ces nouvelles ont un style plus littéraire que d'autres. Il y a des nouvelles qui sont écrites dans un style très parlé. Je me suis vraiment amusé à changer de style. Vimeo par exemple? Vimeo, par exemple, On va y revenir. a changé aussi de men- d'univers mental, presque, parce que il y a un truc très fort dans la littérature, il y a un truc très fort quand vous écrivez, c'est que
pour moi, ça permet vraiment d'expérimenter quelque chose que je pense fondamental, mais qu'on expérimente très peu dans la vie physique qui est la nôtre, c'est que on est tous liés, on est tous unis et on est tous un. Ça, c'est une vérité que je pense fondamentale, ça n'engage que moi, mais c'est une vérité que je peux expérimenter par l'écriture. Parce que quand j'écris, je peux me mettre dans la tête d'une femme, je peux me mettre dans la tête d'un vieux, en tout cas d'un plus vieux que moi, je peux me mettre dans la tête d'un gamin, je peux me mettre dans la tête d'un asiatique, je peux me mettre dans la tête de n'importe qui. Et ça, pour moi, c'est une expérience très, très forte. Est-ce qu'on peut dire que Nouvelles d'après 20 heures, ça peut être euh, ça peut finir en télé, ça peut finir en petite série, ça peut finir en peut-être format un peu court. Vous avez l'expérience de Fracture, et je me suis dit peut-être que vous préparez le terrain pour Non, ce qui pourrait être une petite capsule. c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, Initialement. mais initialement. Mais ça, évidemment, ça pourra venir. Tout ce qui est fiction écrite peut être adapté pour l'audiovisuel, pour l'écran, pour le jeu, pour la comédie. Et d'ailleurs, en guise de promotion, mais aussi en guise de message lié à une association qu'avec une amie Syrah, je copilote, on a fait un court-métrage d'une des nouvelles qui s'appelle Retrouvailles. On en a fait un court-métrage parce qu'elle nous semble emblématique d'un débat important qu'on doit continuer à voir aujourd'hui plus que jamais, qui est le débat sur le vivre ensemble. Sujet d'actualité, sujet de société, c'est finalement ce qui vous suit, parce que, encore une fois, je reviens à Fracture, c'était une fiction, mais une fiction qui était quand même dans la réalité, ça pouvait tout à fait se passer. Euh, c'est ce qui vous passionne le plus, c'est ce qui vous donne envie d'écrire, de créer, de fabriquer des choses, de raconter des histoires. Partager une vision du monde, partager un constat que j'ai sur la société, évidemment, ça fait partie des moteurs de ce qui m'engage à écrire. Maintenant, il ne faut pas laisser penser que dans ce recueil de nouvelles, il n'y a que des histoires liées à l'actualité. Pas du tout. Même si on y trouve toujours, parce que l'univers d'un auteur, c'est ça, on y trouve toujours des référentiels voilà, qui sont plus ou moins forts et plus ou moins présents. Maintenant, j'ai des histoires qui sont très différentes les unes des autres et dans lesquelles... euh, en fait, on montre qu'il n'est pas simple de trouver sa place dans la société d'aujourd'hui, mais de diverses manières. Il y a une histoire qui parle d'un octogénaire, d'un vieux qui marche dans la rue de sa ville et qui, pendant tout son cheminement, s'interroge sur la place qu'il a dans la société. Bon, alors il vit une histoire très forte, je ne vais pas spoiler la fin, il vit une histoire très forte qui fait qu'il est heureux d'être là et qu'il est heureux de vivre et qu'il est heureux de vivre sa vie de papy, parfois pas, pas prise en compte par son environnement, y compris son entourage familial. Néanmoins, c'est effectivement l'une des nombreuses réflexions qu'il y a dans ce bouquin sur le vivre ensemble. Il y a une des nouvelles qui a retenu mon attention, c'est Vimeo. Vimeo, c'est un jeune de banlieue qui est finalement confronté à la police. C'est très actuel. Vous n'avez pas peur qu'on vous reproche d'être un petit peu dans les clichés, avec notamment les wesh, avec ce langage qui fait partie du langage de banlieue, mais vous n'avez pas peur, notamment sur cette nouvelle en particulier, qu'on dise qu'il y en est un peu dans le cliché, même si vous évoquez du coup les violences policières, les réseaux sociaux, parce que je ne vais pas encore une fois spoiler cette nouvelle, mais on est dans quelque chose qui est très actuel. Vimeo, ça peut se passer le 8 novembre 2020, totalement. À chaque univers, à chaque nouvelle, son univers, son contexte, ses codes. Moi, je n'ai aucun problème, quand j'écris une nouvelle qui se passe dans un quartier de banlieue avec des jeunes de ce quartier de banlieue, à reprendre les codes qui sont les leurs. Je ne pense pas que ce soit leur faire injure ou faire de la caricature. Quand j'écris une nouvelle qui se passe dans un autre milieu, je prends les codes de ce milieu. Et ce qui est important, c'est le fond du message. Et le fond du message de cette nouvelle, c'est que ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a été hier, ne préjuge pas de ce qu'on sera demain. Les réseaux sociaux, j'y reviens, votre nouvelle d'après-vingtaire a commencé finalement sur les réseaux sociaux, Ouais. mais on vous voit finalement peu sur les réseaux sociaux. Paradoxalement, très peu de votre vie privée ou votre vie qu'en tout cas vous voulez donner aux internautes. C'est quoi? C'est générationnel, c'est envie de garder un certain cocon, et on voit justement à travers la page qui a été créée pour Nouvelles d'après-vingtaire que les réseaux sociaux peuvent aider
créer quelque chose de grand comme ce livre. Pourquoi ce choix d'être si discret sur les réseaux sociaux? Alors, vous avez donné les deux éléments de réponse principaux. C'est sans doute à la fois générationnel. Voilà, j'ai 47 ans, donc Très jeune. oui, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas né. Donc c'est quelque chose auquel il a fallu que je me convertisse. Et puis c'est surtout aussi le fait que ces outils sont très tournés effectivement vers la sphère privée et que moi, ma vie privée, je l'ai toujours protégée, je l'ai toujours sanctuarisée et ça ne va pas changer avec les réseaux sociaux. Donc il y a ces deux éléments-là qui font que j'aborde ça avec une forme de prudence et avec un rythme qui est le mien. J'ai pas envie de me laisser dicter mon rythme de vie par les réseaux sociaux qui peuvent devenir très envahissants et qui peuvent prendre, prendre le pas finalement guider ce que vous faites avec toujours cette petite chose au coin de la tête qui est de reporter, de filmer, d'envoyer, de poster. Non, moi j'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie de profiter des choses. Moi je suis quelqu'un, même quand je pars en vacances, je fais très peu de photos parce que j'ai l'impression que ça met un filtre entre moi et ce que je vis. Et donc c'est pas mon truc dans ce sens-là. Maintenant j'ai conscience de l'intérêt, de l'importance des réseaux sociaux pour rester en phase avec une communauté et pour pouvoir communiquer des choses qui me semblent importantes de communiquer puisque je fais un métier où je m'adresse aux gens. Donc c'est évidemment important d'avoir des réseaux sociaux qui aient quand même ce rôle-là, mais j'irai pas plus loin. Je reviens au livre. L'actrice, on sent que vous êtes un vrai passionné du monde du cinéma. Et l'actrice démontre que finalement les coulisses, sans spoiler encore une fois, mais les coulisses de ce monde euh, regorgent de beaucoup d'intrigues. C'est un monde qui vous passionne, le cinéma, même la petite fiction, de manière générale. Et je pense que Fracture a montré que, en tant que réalisateur, vous êtes parti de l'autre côté. Mais le monde du cinéma, de manière générale, c'est quelque chose qui vous inspire? Le monde du cinéma ne me passionne pas du tout, ne m'intéresse pas, dans le sens où l'institution et la façon dont elle fonctionne n'ont que peu d'intérêt pour moi. Ce qui me passionne, en revanche, c'est de raconter des histoires. Ce qui me passionne, c'est de partager un monde intérieur que j'estime être suffisamment riche et suffisamment intéressant. C'est très immodeste de ma part, mais, mais si c'était pas le cas, je ne partagerais pas ce que j'écris. Donc j'estime que c'est assez intéressant pour le partager avec d'autres. Ça, c'est quelque chose effectivement qui me passionne. Mais le monde du cinéma en tant que tel, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas un mondain, moi. Les, les réceptions, les, les endroits et les moments où on se retrouve en cercle un peu fermé, l'entre-soi, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de faire éclater les murs. C'est de rencontrer les gens, parce que j'aime ça, j'ai besoin de rencontrer les gens, mais pas dans des cercles où on a des codes, voilà, où on est entre soi, ça m'intéresse pas. Vous parlez des gens, les gens étaient au cœur de notamment 7 à 8 Live pendant le confinement. On sort d'une séquence assez longue, assez compliquée pour tout le monde, pour tous les Français et pour même le monde entier. Vous avez vécu comment de l'intérieur cette période, le confinement, le premier confinement, la crise sanitaire mondiale? Comment vous l'avez vécu intérieurement, même si vous étiez du coup au travail avec vos équipes, mais comment vous l'avez vécu intérieurement? Bah, je l'ai vécu effectivement en tant que journaliste comme un témoin de ce qui se passait, avec la kyrielle de problématiques qu'a posé ce confinement. Puis en même temps, je l'ai vécu en tant que citoyen, en tant que père de famille. Et effectivement, ça a été quelque chose d'inédit, ça a été quelque chose qui a demandé un sens de l'adaptation à un niveau auquel on n'est pas vraiment habitué. Mais moi, j'y ai trouvé mon compte, comme certains. Alors, j'ai eu la chance de ne pas avoir été impacté professionnellement, et ça, c'est hyper important. Et là, je pense à tous les commerçants, à tous ceux qui dépendent de la circulation des gens et de la présence physique des gens. Pour ces gens-là, c'est effectivement terrible, et j'en ai été un témoin, encore une fois, privilégié en tant que journaliste. Mais moi, dans mon organisation personnelle et dans ma vie personnelle, ça a été un moment que j'ai pu gérer sans grande difficulté. Il y a eu le confinement, il y a eu le déconfinement, et il y a eu le mouvement Black Lives Matter qui a connu, on va dire, une seconde jeunesse, je sais pas si je peux dire comme ça, aux États-Unis.
et qu'il y a eu des petites conséquences en France avec notamment des manifestations. Vous avez quel regard par rapport à ces manifestations? Je sais que ça vous touche en tout cas quand il y a des manifestations, il y a des mobilisations. Je sais que la question des violences, les questions des relations entre la police et les jeunes notamment, ça, c'est des choses qui vous parlent, personnellement. Oui, bien sûr. Je suis d'ailleurs allé à l'une des manifestations qui était la première qui avait été organisée devant au Palais de Justice. Ouais, c'est ça. J'étais à cette manifestation devant le Palais de Justice qui a été l'une des premières manifestations organisées par la famille Traoré. Et donc, oui, c'est quelque chose qui me touche et je me sens concerné par cette problématique. Euh, Moi, je crois que ça va aussi dans le sens de ce pourquoi je plaide, c'est-à-dire le vivre ensemble et les relations entre la police et entre une partie de la jeunesse de ce pays, ça fait partie du vivre ensemble. Donc voilà, moi je considère, et je l'ai dit une fois dans un média, ça a fait sourire, mais moi je suis pas allé à cette manifestation contre la police, je suis allé à cette manifestation pour la police. Et je considère que les policiers eux-mêmes devraient manifester avec les gens qui condamnent les violences policières et qui exigent des explications quand il y a des choses qui ne sont pas claires lors d'une interpellation, d'une confrontation entre des citoyens et les policiers. Donc je considère pas du tout que ces manifestations-là soient, en tout cas telles que moi je les vis et telles que moi je les incarne et telles que moi je les assume, je considère pas que ce soit des manifestations qui déstabilisent quoi que ce soit, ce sont pas des manifestations qui sont le fait d'anarchistes, ce sont au contraire des manifestations de citoyens responsables qui veulent une police responsable et respectueuse. C'est la moindre des choses quand notre vocation, quand la vocation d'un corps, c'est de faire respecter l'ordre républicain, que ce corps-là lui-même soit le plus humainement irréprochable possible. On s'est vu il y a presque 2 ans. Je vous ai posé la question notamment de la diversité dans les médias et notamment du rapport du CSA. Rien n'a vraiment changé. Je ne sais pas si rien n'a vraiment changé. Je pense que ce qui change n'est pas suffisant. On a une consoeur qui s'appelle Karine Bastrégis, qui est martiniquaise et qui est maintenant joker du 20h de France 2. C'est pas rien. Mais je crois qu'il faut dépasser aujourd'hui la question de la simple incarnation parce qu'elle n'est pas suffisante. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la question du discours. Parce que lorsque vous avez des incarnations de la diversité, mais que vous avez dans le même temps un Premier ministre français qui envoie balader la question de la repentance dans un journal de 20 heures, quand vous avez je considère que c'est un dérapage parce que j'ai demandé des explications et on m'a expliqué que c'était pas du tout le fond de sa pensée. Bon, je sais pas comment des propos qui ressortent aussi spontanément peuvent ne pas être le fond d'une pensée. Néanmoins, je fais pas de procès d'intention et je considère que c'est un dérapage, mais ce sont des dérapages malheureux. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'effectivement, il y a un discours qui soit un discours qui permette vraiment de rassembler. Parce que quand on appelle les Français au rassemblement dans des temps difficiles, il faut avoir le discours qui va avec. Si vous appelez les gens au rassemblement et que vous avez un discours qui rejette, qui exclut, qui humilie, ça ne peut pas marcher. Donc, ayons vraiment un discours de rassemblement. Sur la question médiatique, il faut effectivement des visages à l'antenne, mais il faut aussi des gens qui soient à la décision. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions, qui font des choix, qui soient rédacteurs en chef, directeurs de telle ou de telle unité de rédaction, mais qui impactent aussi le discours. C'est ça qui me semble très important, parce que l'incarnation, je ne peux pas dire que ça bouge pas, je pense que ça bouge, il faut le reconnaître, notamment dans la publicité. Il y a aujourd'hui une présence de la diversité dans la publicité qui est même de l'ordre du message, c'est-à-dire que moi, quand je vois des pages de pub maintenant, je vois tellement de noirs et de métis que je me dis, c'est un message qui est délivré aux Français, quoi. Enfin, il y a quelque chose là d'assez spectaculaire. Donc on peut pas dire que ça bouge pas, mais il faut maintenant que dans le fond des choses et dans le propos, on soit aussi inclusif que les efforts qui sont faits sur la forme dans la publicité, par exemple. Ce sera ma dernière question, c'est pas vraiment une question, mais je vous laisse finalement le champ libre, nouvelle d'après. C'est un message aussi, c'est pour rassembler, pour que les gens se retrouvent autour de la lecture. En gros, si vous aviez, allez, 40 secondes pour vendre Nouvelle d'après 20h.
Bah, c'est marrant parce que la question et la façon dont vous posez la question, que je trouve hyper intéressante, me donne envie, non pas de faire 15 secondes promo, mais de parler de l'après, parce qu'il est très important cet après. Le pendant, là, il est compliqué. On est dans un pendant hyper compliqué. Et l'après, il dépend de notre réflexion du pendant. Et je crois vraiment qu'il est, mais je le dis avec le plus de sérieux et de conviction qu'il m'est possible de le faire, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on est en train de foncer dans un mur, là, tous ensemble. On fonce dans un mur. Et pour éviter ce mur-là, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut qu'on se rassemble autour de valeurs, mais vraiment fondamentales, et qu'on n'accepte pas, qu'on ne transige pas avec ces valeurs-là. C'est-à-dire que le vivre ensemble, il dépend que de notre adhésion à des choses communes pour dessiner un horizon commun. Et ça, il faut qu'on se le mette en tête et qu'on sorte de nos petites logiques communautaires, quelles qu'elles soient. Hein. Je parle de toutes les communautés qui se sont aujourd'hui cristallisées pour des raisons que je comprends et pour des raisons auxquelles, que moi-même je ressens comme étant légitimes. Mais je crois qu'il faut dépasser ça. Il faut dépasser les discours de fermeture de certains, il faut dépasser les réflexions et les logiques communautaires de la part des autres. Sinon, on va devenir quelque chose qu'on n'est pas censé être, nous la France. On va devenir une espèce de fédération, fédération de communautés religieuses, ethniques, et puis les uns avec les autres, dans le meilleur des cas, on va réussir à s'entendre, et dans le pire des cas, on va s'entretuer. Donc cet avenir-là, moi, il me fait pas très envie. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est good? Oui, juste les claps.